Bon, Serge, peux-tu nous parler de la cave poésie, ton travail également à l'université, dans le centre que tu as créé, l'université de Toulouse? Et ouais, avec plaisir. Euh, je pense que il y a des césures historiques et que 68 fut une d'entre elles très importante pour ma génération. Parce que quand on regarde la cave poésie, puis le travail que j'ai pu faire à l'université, c'est dans le mouvement de l'après 68 qui s'est effectué et qui s'est développé. Nous étions, comme le disait Gramsci, culturellement majoritaires et hégémoniquement majoritaires. Et la critique de la société se parlait, s'élaborait, se pensait d'une manière quotidienne. Euh, la lecture était aux avant-gardes de notre projet. Psychanalyse et politique, situationnisme, marxisme intelligent, bataille, combat anti-stalinien, dénonciation des pays dits du socialisme réel qui n'étaient que des capitalismes d'État, soutien au mouvement révolutionnaire dans ces pays, mais aussi également soutien au mouvement anti-impérialiste, et puis une espérance. Une espérance qui aujourd'hui s'est vraiment émoussée, une espérance qui nous permettait d'imaginer un monde meilleur, basé sur une approche de la question de l'être et, et une solidarité et la création d'un nouvel humanisme. Tout le monde y participait, tout le monde discutait d'une manière majoritaire. Le fascisme était minoritaire. Et c'était un autre monde donc qui pouvait naître. Un monde basé sur la culture et sur le livre. Le monde ne pouvait être émancipé qu'avec le livre, avec la lecture. Nous étions des bibliothèques. C'est dans ce sens aussi, avec les grandes pulsions de la décentralisation, et notamment la mise en place de grands projets de l'éducation populaire qui ont été détruits régulièrement par la social-démocratie et par la droite, évidemment, que nous avons existé. Les instituteurs, beaucoup, qui faisaient du théâtre, étaient détachés de leur service pour créer des compagnies de théâtre, créer des théâtres, y compris les comités d'entreprise de la CGT, par exemple, financer des groupes de théâtre. C'est comme ça que les ouvriers pouvaient voir les pièces de Livine, d'Armand Gatti à Toulouse ou d'André Benedetto. Et il y avait donc une osmose entre le travail culturel et le travail politique, le travail syndical. C'était la guerre du Vietnam, les Américains l'avaient perdu, Che Guevara était aux avant-postes, il venait d'être assassiné en 67, mais disons que nous reprenions le flambeau. Donc un message insurrectionnel, de rêve, à mi-chemin entre le surréalisme, le situationnisme, le lettrisme, le dadaïsme, et puis aussi les grandes pulsions de la poésie qui venait de ces pays qu'on connaissait peu, mais qui avaient traversé nos mémoires durant la guerre mondiale avec Mayakovsky, avec Nazik Hikmet, Yanis Erizos, Pablo Neruda pour l'Amérique latine, etc. etc. C'est dans ce contexte que la cave poésie a été ouverte à Toulouse. Elle a été créée par un de mes amis qui est mort, dont j'ai repris la succession, c'est René Gouzen, qui était instituteur et qui a creusé, a déblayé cette cave, qui était très petite, vraiment, qui contenait une cinquantaine de personnes, grand maximum. Et puis au fur et à mesure, elle s'est étendue et voilà, et on peut accueillir une centaine de personnes tous les soirs. La cave poésie de Toulouse est la dernière trace parallèle, critique, institutionnelle, un peu comme l'analyse psychanalytique institutionnelle, qui existe sur Toulouse. Nous sommes les derniers résistants, les derniers survivants d'un projet d'insurrection du rêve
pas une poésie de rêve, mais une poésie de réveil. Donc on jouait entre le rêve et le réveil, jusqu'à aujourd'hui. Et puis, lorsque René est parti pour son dernier grand voyage, avant de partir, il a dit, bon, Serge, il faut que tu me continues. Alors bien sûr, pas comme directeur, je ne pouvais pas être directeur de la cave, parce que c'est un travail, mais pour garder la pulsion, l'orientation, l'engagement qui nous avait étayé et traversé depuis le début. Donc c'est en ce sens que je suis resté à la cave, et aujourd'hui ce sont de nouvelles directions qui s'en occupent, avec bonheur, avec des jeunes générations. Il faut laisser la parole aux jeunes générations de l'organisation de ces événements-là. Donc cette cave, elle est importante pour moi parce que je l'ai occupée pratiquement depuis 80, les années 80, chaque lundi. Chaque lundi, enfin pendant une trentaine de lundis dans l'année, où j'ai invité la poésie contemporaine, pas uniquement à la cave, mais à Toulouse. Mais la cave a été un lieu de réception. Je me souviens, Allen Ginsberg était parti avec la clé de la cave et il nous l'a envoyé en colis depuis New York. Je me souviens que sont succédés sur cette scène des amis comme John Giorno ou ailleurs, Ginsberg ou d'autres, Gerasim, on avait d'autres lieux aussi. Mais c'est surtout parce que je travaillais à l'université et que j'avais fondé le premier atelier de poésie contemporaine à l'université, du temps où j'étais un étudiant finissant, puisque je passais mon doctorat, j'avais donc 25 ans, à peu près, oui, ou 24 ans, oui, je passais ma thèse, et j'avais créé une revue en parallèle de ce travail-là qui s'appelait Émeute, et où j'ai publié les poètes polonais sous l'état du siège, contre Jaruzelski, Poésie et Révolution, enfin, un tas de poésie palestinienne de combat, bon, etc. etc. Et j'ai animé ce premier atelier, et puis entre-temps je suis parti au Mexique, et quand je suis revenu, ça a été le seul endroit qui m'ait accueilli à l'université. Et là, je conçois, j'imagine les rencontres internationales de poésie contemporaine qui ont été parmi les plus grandes rencontres d'Europe. Rien à voir avec les festivals d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on avait le Palais des Sports, là, à Logren, où 3 fois j'ai organisé des rencontres où il y avait 2500 spectateurs. Libération avait titré d'ailleurs Toulouse, rencontre de poésie, un chien a mordu un poète, parce que sur scène il y avait des chiens, il y avait des clébards, il y avait des punks, enfin, c'était une bonne foire. J'avais un accompagnateur, un complice précis, c'était André Benedetto qui m'a accompagné dans ses actions. Et tout ça pour mettre dans le contexte. Donc une poésie vraiment engagée, populaire, ouais, où la jeunesse étudiante, la jeunesse ouvrière se réunissait, et militante, avec des grands happenings que j'organisais, notamment l'occupation du pont suspendu à Toulouse, qui était un grand pont suspendu que j'avais transformé en gibet, en hommage à François Villon, et où nous escaladions ces grandes arches qui étaient très hautes, qui nous faisaient peut-être plus de 60 mètres au-dessus de la Garonne, et sur lesquelles on suspendait des mannequins avec des morceaux de viande dans les yeux, et on aurait dit vraiment des pendus, et il y avait les mouettes qui venaient les corbeaux, comme dans le poème de Villon, un peu, qui venaient leur bouffer les yeux. J'avais créé sur la place du Capitole la première grande performance d'écriture en distribuant des milliers de craies, où toute la population toulousaine était venue écrire des poèmes avec les clochards. À cette époque, auparavant, j'avais créé le collectif Riposte,
où on crée des situations avec des poèmes affiches sous les ponts de la ville, etc., etc. Nous avions attaqué aussi dans un hommage à Artaud, la FNAC, avec des hommes déguisés en chiens qui aboyaient, qui attaquaient les caniches. Voilà, c'était infini, infini, infini. Et à l'université, insensiblement, à travers mes amis invités, alors je n'invitais évidemment que des gens que je connaissais, avec qui j'ai travaillé. Parce que ce qui était ma force, c'est que dès l'âge de 18 ans, 19 ans, je pratiquais la poésie scénique. Et j'étais accompagné d'amis musiciens, je travaillais avec mes percussions, avec les pieds par exemple. Et j'ai toujours été sur les places publiques. Et j'étais pas uniquement un poète qui écrivait de la poésie, qui la faisait publier. J'avais ma propre revue, comme beaucoup d'ailleurs à cette époque-là. Et puis j'avais une pratique de la scène. Et notamment une amitié engagée avec de nombreux musiciens, comme Bernard Lubat. La vieille amitié que j'ai avec Bernard Lubat et le Festival du Zeste, qui n'existait pas encore d'ailleurs, mais date de cette époque-là. C'est là où j'ai rencontré Nougaro, tout ça. Et donc l'université, puis il y avait mon ami Yves Le Pellec, on était des aventuriers de la poésie, c'était le traducteur d'Allen Ginsberg. Il y avait Franck Contienne qui revenait du Vietnam. Il y avait Jiří Wolf qui était un poète tchèque. Il y avait etc. Et donc c'est dans ce contexte que j'invite des amis. J'invitais des amis et je les avais sous la main. Je n'avais pas de subvention. Mais quand Ginsberg venait, il descendait, il se débrouillait d'Amsterdam ou de Paris, enfin se cotisait, on payait le train, enfin on se débrouillait. Et c'était comme ça que j'ai commencé à faire des rencontres à l'université, mais aussi au centre-ville, parce que j'ai toujours cru qu'il y a une géographie sacrée dans les villes, ça c'est ma poétique qui est comme ça, et qu'on n'implante pas les églises, les cathédrales, les lieux de réunion n'importe comment. Ce n'est pas l'extérieur, dans des endroits sordides qui ne sont pas habités d'une manière sacrée, qu'on peut faire n'importe quoi. La poésie est une expérience des lieux, et il y a une géopoésie, comme dit Kenneth White, mais plus une géographie du sacré. Et il y a des endroits où on peut dire des poèmes, et les endroits où on ne peut pas les dire. On n'est pas. Bien que j'ai pu dire des poèmes dans les supermarchés, que j'amenais mes étudiants, j'étais très jeune à l'époque, j'avais presque le même âge que mes étudiants, dans les supermarchés ou dans les endroits les plus invraisemblables, dire des poèmes dans les cimetières, debout sur les tombes, etc. Et dans cette période, donc j'ai invité mes amis, c'est comme ça que Allen Ginsberg est venu, c'est comme ça que, je sais pas, Pierre Segers est venu, parce que c'est les résistants qui me l'avaient présenté, et c'était mon grand-père, Pierre Segers, Pierre-Emmanuel, des gens que plus personne ne connaît, ne lit aujourd'hui évidemment, qui est un poète chrétien formidable, qui pensait que j'étais un poète cathare, etc. Je revenais à cette époque aussi du Mexique, où j'avais rencontré Octavio Paz, pour qui j'avais fait un livre d'ailleurs, pour son anniversaire aussi, que j'ai publié aux éditions Jean-Michel Place, à partir des cartes, des arcades majeures du tarot. J'avais rencontré Bolaño, tous mes amis des infraréalistes. J'avais rencontré aussi Henri Méchonic, quand j'avais 26 ans, 27 ans, qui était venu à Mexico. Le Mexique a été pour moi très important, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est mon aventure personnelle, mon voyage, lié à la création d'une revue, à la poésie, à Émeute, qui était somme toute une revue humble, hein, que j'ai commencé à faire mes ateliers de poésie. On appelait ça l'atelier, où il y avait un monde fou qui venait. Il y avait Jean-Luc Parent qui venait, parce qu'il n'habitait pas loin. C'était une belle aventure, vraiment magnifique. C'était un atelier où il y avait entre 50 et 100 personnes tous les soirs. À tel point que je
j'avais trop de monde, et pour faire des sélections, comme je suis archer, je faisais des tirs à l'arc, les yeux fermés, les yeux bandés, dans des cibles, et ceux qui voulaient participer et intégrer l'atelier, ceux qui pensaient que j'étais fou et que la poésie n'était pas le tir à l'arc, ils partaient. Mais enfin, on était tellement nombreux que c'était une belle aventure, une belle folie. Et souvent, on se réunissait pratiquement tous les soirs. Vraiment, un désir. C'était pas les ateliers d'écriture, parce que j'ai toujours été contre les ateliers d'écriture, étant donné que je trouve que c'est le plus grand des ateliers d'écriture, c'est une bibliothèque, et qu'il s'agit de faire des ateliers de lecture et pas d'écriture, parce que justement, aujourd'hui, les ateliers d'écriture sont faits par des gens qui ne lisent pas de livres. Et les animateurs, en général, et y compris enfin, pas tous évidemment, mais en grande partie, et les participants, parce qu'ils sont dans une problématique de l'expression et de l'ego, du jeu de l'ego, c'est-à-dire le petit jeu dit moi je, moi je, moi je, moi je. Or la poésie, c'est pas du tout ça. La poésie, c'est la découverte du sujet des autres, c'est ça la littérature et la poésie, et qui fait disparaître son ego, et voilà, qui augmente l'être. Donc aujourd'hui, c'est autre chose qui se passe. Donc c'était des récitals infinis, et qui insensiblement aussi ont culbuté, se sont bouleversés, hein, étymologiquement, dans l'action, qui s'appelait performance aussi. Donc c'est dans ce contexte que j'ai invité beaucoup d'amis à Toulouse, parce que on sillonnait les routes de France, on sillonnait les routes d'Europe, du monde, parfois, sans exagérer le monde, mais enfin je revenais d'Amérique, j'avais fait mon premier récital au Lincoln Center, j'avais 26 ans, hein, à New York, et c'est comme ça que, voilà. Et la poésie pour moi a toujours été, depuis le début, internationale. Ça a été une fleur qu'on pouvait rencontrer dans le désert, et quand on voulait arracher cette fleur, on s'apercevait qu'elle avait des milliers de kilomètres de long, et des racines qui partaient du Japon avec le haïku, d'autres qui venaient se rejoindre avec les pulsions de la Beat Generation, d'autres avec les chants devant les mineurs casqués de Pablo Neruda, devant, etc., etc. Et Evtushenko, les cloches de Evtushenko. Et elle a été nommée pour moi toujours d'emblée internationale. D'ailleurs, les gens que nous aimions, ils étaient certes français pour la plupart, mais pour l'autre partie, c'était des poètes internationaux. Parce que nous les lisions en traduction à travers La Petite Sirène, à travers. Donc, un grand mouvement de langue. Hein, de langue. On n'aimait pas le langage, mais on aimait la langue, parce que c'est la langue qui fait la poésie, pas le langage. Et alors, c'est comme ça que j'ai pu, pendant des années, inviter des amis. Voilà. Il y a Julien Blaine, etc. Enfin, tous ils sont venus, je ne vais pas faire la liste. Et on se retrouvait à Beaubourg, on se retrouvait ailleurs. C'était vraiment une grande histoire. Alors, parallèlement à ça, j'avais aussi donc, je donnais l'expression, la parole, à la jeunesse, qui n'était pas forcément la jeunesse étudiante. C'était l'atelier de l'université, l'atelier de poésie, mais c'était aussi un atelier ouvert à la jeunesse ouvrière du quartier du Mirail, de Bagatelle, et les ouvriers, les jeunes chômeurs venaient. Je faisais ces réunions à midi, pas le soir, et je les faisais à l'intérieur de l'université. Parallèlement à celle que je faisais à l'université, à la cave poésie, où d'une manière militante, les gens qui voulaient avoir un poète chez eux, me le demandaient, puisque je travaillais dans le quartier, et je faisais venir des amis, Louise Misson, Awad. C'était un lieu très engagé. Et les gens du quartier, ils invitaient leurs voisins, et la consigne c'était de faire un repas, un couscous, une paella.
et tout le monde venait partager le poème et le pain. Voilà. C'était à cette occasion-là, par exemple, que avec les karatékas du Mirail, qui étaient ce qu'on appelle aujourd'hui des racailles, j'avais organisé un grand récital de Rimbaud avec des tenues de combattants et avec mes amis percussionnistes comme Lee Kuan Yin, avec qui j'avais fondé le groupe qui s'appelait les 10 heures de musique, et avec Michel Doneda. Et voilà, c'est fini là, je te parle comme ça, d'une façon débridée, un peu dans tous les sens, mais voilà un peu le contexte. Et donc ces jeunes qui me suivaient à l'atelier, ils étaient, en général, c'était des borderline, des gens qui étaient dans une névrose, une névrose. Et c'était à moitié psychiatrique, puisque j'étais avec, quand même à cette époque-là, j'étais avec Félix Guattari aussi. Il y avait ici un type qui s'appelait Todd Keyes, un grand psychanalyste, enfin, que je ne fréquentais pas, mais il était connu. C'est là que dans ce contexte-là, j'avais rencontré Lacan dans un croisement à Paris, rue Sainte-Anne, et dont j'ai publié le texte de cette rencontre chez Gallimard. Enfin, je parle de tout cela parce que on ne pouvait pas imaginer une poésie qui n'était pas cultivée. On ne pouvait pas imaginer une poésie qui n'est pas lue. Et ça, c'est le contraire de l'expression. On ne pouvait pas imaginer une poésie qui n'était pas intelligente. On ne pouvait pas imaginer une poésie qui n'établissait pas des ponts avec l'histoire, la psychanalyse et la philosophie. Et donc, les gens qui venaient, y compris les étudiants, y compris les jeunes ouvriers, lisaient ce que nous lisions. Et c'était l'université populaire. Mais sans la nommer comme ça n'existait pas. Et donc, on était dans ce contexte-là. Je pense d'ailleurs toujours, même si c'est difficile, que c'est la lecture et que c'est la poésie qui peut sauver. Si le monde est sauvable, le monde. Je pense que ma référence est celle de Primo Levi ou de Solzhenitsyn, c'est-à-dire que l'extrémité du réel et de la terreur, qui est le camp de concentration, que ce soit le goulag stalinien ou le camp de concentration nazi, c'est la poésie. Répéter Primo Levi, la Divine Comédie de Dante, c'est pour ça que j'aime beaucoup Dante, et qu'aujourd'hui, quand on me dit qu'il ne faut pas célébrer Dante parce qu'on n'y comprend rien, ça me fait toujours mal, parce que la poésie est toujours difficile à comprendre. Parce que même ce qu'on comprend en poésie, des fois, il y a Guy Vic, avec qui je faisais des tournées, et Bernard Noël, c'était 3 générations. Il y avait Guy Vic qui était la plus vieille, il y avait Bernard qui était entre et moi. Et Guy Vic me disait, tu sais Serge, un des plus grands poètes français, c'est Prévert. Et je pense qu'il a raison. Il me dit, mais il est aimé aujourd'hui pour de mauvaises raisons. Aujourd'hui, plus tard, il sera aimé pour les vraies raisons qui ont fait de lui un vrai poète. Alors que à cette époque-là, Prévert était rejeté. Mais Prévert, quand on le relit aujourd'hui, c'est un poète majeur. Il n'a rien à voir, évidemment, avec les gesticulations pseudo-islamiques de la pauvreté des métaphores, de l'absence de pensée et des images de poubelles. Et puis d'une philosophie de bas étage. C'était autre chose. Et donc on était là, et je pensais évidemment, avec la première conférence de presse que je fais, pour les rencontres de poésie que je crée, je l'ai fait en solidarité avec les groupes de psychanalyse qui venaient d'être interdits en France, notamment avec la Borde, pas interdit, mais qui avait été agressé par la presse, avec Guattari, avec tous ces gens-là, Ligny aussi. Voilà, on savait qu'il y avait cette frontière, peut-être à cause d'Artaud, qui faisait qu'on passait à travers les électrochocs, on passait à travers la résistance, et que le monde marchait aussi à côté de nous, dans nous, et peut-être des fois contre nous.
Et donc sont venus beaucoup, qui rapporte le confirmer, parce qu'elle en a connu beaucoup, de gens qui étaient en marge, mais de marge mentale. Et le fait qu'une fois par mois, et puis qu'ils puissent s'exprimer sur scène, même les gens de la rue, les chiens, hein, les punks à chiens, ils étaient sur scène, enfin, c'était quelque chose de formidable. Ils étaient applaudis. Et l'applaudissement d'une langue te fait tenir le coup pendant quelques jours, pendant une semaine, jusqu'à attendre la prochaine semaine où on va t'aimer de nouveau sur scène pour un poème que tu vas dire. Alors ce sont des gens qui ne lisaient pas le livre, ils ne savaient même pas que c'était. Et progressivement, je les forçais, je les incitais plutôt, quand ils passaient sur scène, à lire le poème de quelqu'un d'autre qu'ils ne connaissaient pas. Ils allaient prendre un livre dans une rigole, parce que tous les livres de poésie sont jetés maintenant. Hein. Et donc certains me disaient « Oh, j'ai découvert un poète incroyable, il s'appelle Aragon, vous le connaissez ?» Et alors, ils lisaient un poème d'Aragon, d'autres lisaient, et puis ils disaient leur propre slam, etc., etc., etc. C'est comme ça que ça a été ma pédagogie, voilà. Et j'ai créé, dans ce contexte, les chantiers d'art provisoire, et Toulouse est devenue la plaque tournante, vraiment, de ce qu'on appelait la poésie de performance, dans le monde entier, qui n'était pas du tout connue à Paris, puisque l'impérialisme parisien est quelque chose de fondamental, qu'il faut comprendre. Et ce n'est que lentement que les gens ont compris que ce que je faisais était très important. Et c'est pour ça qu'ici, nous avons créé vraiment des groupes de poètes très forts. Des jeunes poètes qui sont très forts, enfin qui sont moins jeunes maintenant, puisque je parle sur une période de près de 50 ans, hein, mais à plusieurs générations, qui sont vraiment et en performance, ou en poésie d'action, qui sont déterminants. Et qui sont déterminants à tel point qu'on souvent on se les arrache à le monde entier, mais qui n'appartiennent pas forcément au secteur de la circulation, de la performance contemporaine. Je songe par exemple à mon étudiant qui est paralysé complètement, qui pèse 30 kilos, à Camille Kenatri, à plein d'autres. Et je crée le chantier d'art provisoire, et ça a été mon travail à l'université. J'ai 2 thèses, une thèse en histoire contemporaine, je suis docteur en histoire contemporaine, et une thèse en lettres modernes, où on m'a demandé de faire ma thèse sur moi-même, puisque j'avais été mis au programme de la Sorbonne, déjà, et alors c'est très difficile, et j'ai fait une thèse qui s'appelle La langue arrachée, que je vais peut-être publier l'année prochaine, 30 ans, 35 ans après. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai pu comprendre le monde et comprendre ce qui le traversait. Et voilà un peu, avec ces chantiers d'art provisoire, comment j'ai pu attaquer la performance. C'est-à-dire attaquer, vraiment la combattre, hein, en tant qu'art du capitalisme. Et la première chose que j'ai fait, c'était la dénoncer comme concept de l'expression, parce que l'expression, c'est le degré zéro de la pensée, et le plus important, c'est de lire ou de voir l'autre pour qu'il puisse augmenter de sa propre pensée, de sa propre liberté. L'expression, qui est le b.a.-ba, et alors vraiment, je suis à contre-courant évidemment, qui est le b.a.-ba de ce qu'on croit être la vérité. L'expression, c'est le contraire de la liberté, c'est un impérialisme du jeu narcissique de l'ego par rapport aux autres. Guattari, mon ami, me disait cette phrase que j'aime reprendre beaucoup: le capitalisme n'est qu'une enfance généralisée. Et je pense que l'expression aujourd'hui n'est que l'expression d'une enfance généralisée, et qui n'accroît pas la liberté de l'autre. Il s'agit, quand on écrit, quand on travaille, d'accéder à la liberté des autres, donc la lecture est formidable, puisque c'est par rapport à la lecture qu'on apprend comment les autres, de manière fictive,
folles, parallèles, négatives, positives, ont créé leur sujet philosophique, leur sujet politique, comment ils ont existé en tant qu'être de liberté. Voilà, c'est ça le sujet. Exister en tant qu'être de liberté. Et donc, voilà, donc j'ai créé les chantiers d'art provisoire, et chaque année, j'avais une centaine de jeunes qui venaient du cirque, qui venaient de l'université, qui venaient de partout. Je ne faisais pas attention aux inscriptions. J'acceptais tout le monde, et j'ai mis en place tout ce que, théoriquement, tout ce qui était contre la performance, mais qui pouvait y ressembler, et une poétique du rituel, de la création de situation, du dynamitage des cuirasses caractérielles, comme je vous le disais hier, à la Wilhelm Reich. Je suis un vieux reichien, marxiste, dans les analyses, en psychanalyse, et c'est comme ça que j'ai créé toute une génération, plusieurs générations, de gens qui n'ont pas forcément continué dans l'action, dans la réaction. Quand Bernard Radic est venu ici, il était stupéfait. Il a dit, mais comment se fait-il qu'on ne connaisse pas tous ces jeunes poètes qui sont formidables, dont les Parisiens ne connaissent même pas l'existence. Je me souviens, il était scié, Bernard. Chopin était scié. Etc., etc., etc. C'est moi, par exemple, qui... pour te citer des noms d'aujourd'hui, tu as Sébastien Espinasse, par exemple, qui, lui, c'est pas moi qui l'ai formé, fait Sébastien Espinasse, il était avec moi, il était déjà en formation. Alors ça le faisait rire, parce que quand je parlais de Chopin, il me disait, monsieur, mais ne dites pas Chopin, parce que tout le monde croit que c'est l'amant de Georges Sand, alors que je parlais d'Henri Chopin. On rigolait beaucoup ensemble avec Espinasse. On a monté des groupes par exemple, l'Espinasse, c'était un des derniers, il y a 20 ans à peu près. Ouais, il y a 25 ans. Il est vieux maintenant, l'Espinasse. Enfin bon, j'ai formé des gens qui n'ont pas forcément continué, mais qui ont été marqués dans leur vie, qui ont choisi leur liberté. Et c'est ça. C'est-à-dire que nous sommes dans une thérapie aussi. Il faut le dire, c'est le Clésio qui disait qu'un jour on saura que l'œuvre d'art est une thérapie. Mais on est contre l'art thérapeutique, là, parce que ça n'existe pas. Je veux dire, l'art, il est toujours comme ça. Donc, inviter des... Enfin, peu importe. Donc, chantier d'art provisoire, université populaire de la poésie, qui s'est appelé pendant toute une période le quartier général. Donc, les gens allaient au quartier général, c'était un lieu de libération, c'était... Et voilà. Voilà comment s'est articulée cette université, en même temps avec une approche théorique de la poésie. Je suis théoricien. On ne peut pas imaginer un poème sans théorie. C'est impensable. Je veux dire, même quand on lit Van Gogh, toutes les lettres qu'il écrit à son frère, à Théo, sont des lettres théoriques. C'est formidable. Artaud, même s'il est malade, etc., il fait œuvre de théorie, etc. Donc, il faut qu'il y ait une pensée. La théorie, c'est la pensée. Et ce qui ne veut pas dire que ce soit compliqué, mais on pense le poème, penser le poème, c'est penser le rapport qu'il y a entre la vie et le langage. La vie qui transforme la langue, et la langue qui transforme la vie. S'il n'y a pas ce rapport incessant entre la vie et le langage, on n'est pas dans la poésie. Et donc la théorie, et bien sûr avec mon ami Henri Méchonic, qui a été mon maître, que j'ai continué, c'est lui qui a préfacé, qui a fait le pré-rapport à ma thèse, etc. Et donc un combat très, très violent, qui nous a opposés à la majeure partie de la poésie française pendant 20 ans. Ce qui, pendant 20 ans, j'ai traversé le désert, c'est-à-dire que personne ne voulait publier mes textes, comme Henri aussi. Même, je me souviens du grand scandale qui avait eu lieu à Beaubourg, lors de la traduction de la Bible, avec des gens comme Jacques Roubaud, qui sont au demeurant des grands poètes que j'aime beaucoup. Mais avec Henri Méchonic me disait, Serge, est-ce que tu crois possible qu'on puisse traduire sans connaître la langue? Et moi, je suis de la vieille école comme lui. Enfin, il était plus vieux que moi, Henri, mais c'était mon maître. Je le répète toujours, parce que beaucoup de choses que je dis, que je sais, c'est lui qui me les a transmises, ou qui a permis cette accession.
Il me disait, on ne peut pas traduire des textes si on ne connaît pas la langue. Or, aujourd'hui, tu as plein de gens qui ne connaissent pas le chinois, qui vont traduire du chinois, le bantou qui vont traduire du bantou, etc., en passant par l'anglais. Donc, pour la traduction de la Bible, c'était pareil. Sur scène, il y avait des gens qui venaient de refaire toute une traduction de la Bible chez Fayard ou Bayard, je ne sais plus, à cette époque-là, et qui ne lisaient ni le grec, ni le latin, ni l'hébreu. Enfin, il faut être sérieux. Et ils étaient là, et puis je leur dis, mais comment vous faites pour traduire? Ah, vous avez des traducteurs, et puis on met en forme. Je veux dire, c'est le contresens même de ce qu'on appelle une traduction. Parce que c'est le rythme qui fait sens. C'est compliqué, la traduction. Et donc il faut faire l'effort d'apprendre la langue de l'autre pour pouvoir la transformer dans sa propre langue. Enfin, et je me souviens qu'à Beaubourg, c'était Roubaud qui parlait sur scène, et puis à un moment donné, dans la salle, j'étais à côté d'Henri, dans la grande salle de Beaubourg, il lève le doigt et il dit, mais là, vous venez commettre une erreur de traduction. Alors tout le monde se retourne, et Henri, qui ressemblait un peu au professeur Tournesol, avec ses cheveux et ses lunettes, il commence à parler je crois que c'était Exode 3.14, je serai que je serai. Et il dit, vous vous trompez là dans votre traduction, c'est pas je suis ce que je suis, vous êtes en train de reprendre la traduction de Saint-Augustin, je pense, oui. Et Exode 3.14, et il dit, c'est je serai que je serai, c'est un futur en hébreu. Alors tout le monde s'est retourné, et c'est Henri qui fait la conférence. Et là, et sur scène, il y a Jacques qui s'en va. Je veux dire, quand tu fais des choses comme ça, c'est très difficile, en théorie. En théorie. On a fait la même chose avec celui-là. J'étais à Strasbourg, il y avait Bernard Noël, Henri, moi, et puis il y avait, comment il s'appelle, celui qui... un pote très connu aujourd'hui, qui est chez Gallimard, qui est partout, je ne m'en souviens plus son nom. Enfin, quand il a commencé à parler, et Julien, non, je ne sais plus, et nous on a parlé, et puis au moment où il devait parler, lui, c'est lui qui écrit sur le lyrisme, je ne sais plus son nom maintenant, il est très connu, il a dit, après ce que j'ai entendu, je m'en vais. Il est parti, il n'a pas osé, il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas nous attaquer théoriquement, ni poétiquement, parce qu'on était très forts. Je veux dire, on faisait la différence, on disait un poème, on faisait la différence dans les rassemblements. Donc, une traversée du désert qui s'explique de deux façons. Le rejet d'une partie de l'avant-garde, et qui ne supportait pas mon travail, par exemple, qui ne supportait pas mon travail pour des raisons, ils avaient raison de ne pas le supporter, et ils avaient raison parce qu'ils étaient dans l'expression de l'ego, ça ne m'intéressait pas. Et ensuite, le rejet de la poésie traditionnelle. Quand je parle traditionnelle, je ne parle pas de la poésie rimée, hein. Je parle de la poésie qui était publiée traditionnellement chez Gallimard, par exemple, chez Flammarion. Donc, on était seuls, je suis resté seul pendant une vingtaine d'années. C'est-à-dire, tu ne participes pas au festival de poésie. On ne te publie pas. Alors que tu as devant toi des milliers de personnes qui te suivent. Que tu participes à des festivals qui ne sont pas de la poésie, mais qui sont souvent de la musique, où tu as des milliers de personnes qui écoutent de la poésie. Et toutes ces contradictions ont fait que on a été un paquet un peu nombreux, mais enfin, c'était où on n'était pas lu. Et puis tout d'un coup, il y a une bascule. La bascule, c'est Flammarion. Hein. C'est Yves Dimanon qui est venu ici et qui a dit c'est pas possible ce qui se passe. Et il m'a fait un très gros livre chez Flammarion. Il m'a dit je fais le plus gros livre possible, mais on va diminuer les corps, on va les mettre en 10, comme ça on mettra 3 poèmes par page. Et avec un DVD. Et puis après, bon, les gens Henri est mort, tout ça, fait bon. C'était une haine théorique, avec des grands combats, oui, qui a fait que c'était oui, j'insiste là-dessus, c'était une traversée du désert. Ce qui n'empêche pas que, avec mes amis, on continuait à se voir avec Joël Hubot, on était ensemble, mais Joël Hubot ne publiait pas, c'était surtout un plasticien. Jean-Luc se voyait, mais Jean-Luc il était dans son monde. Julien, ça a été avec en dents de scie.
pour des raisons... voilà. Julien est peut-être le poète il n'est pas très sémantique, lui, moi aussi, le plus proche de moi, pour la simple et bonne raison qu'on partage la préhistoire. Et qu'on partage la préhistoire, et que rituellement, on est de ceux qui ont créé une césure épistémologique. Donc il n'y a pas eu, je veux dire, au niveau de la césure, par exemple en Tarcos, tu ne peux pas lire Tarcos sans le travail de Julien Blaine et sans mon travail. C'est pas possible, c'est lui qui nous écrivait, etc., etc. En partie, à côté de son propre génie, hein, je parle de Christophe. Mais on a fondé, on a mis en place des mouvements. Julien est très 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 fort en performance, en poésie d'action. Moi je préfère l'appeler comme ça. Plastiquement aussi c'est un plasticien. Et puis il y a une théâtralisation vocale, théâtralisation du poème vocal, oui, je peux le dire, parce que le théâtre n'est pas forcément vocal, qui est exceptionnelle. Et la préhistoire. Alors nous avons deux courants de la préhistoire différents, et théoriquement on s'est opposés, et théoriquement aussi on s'est aimé, hein, c'est ce qu'il faut dire, voilà. Puis bon, c'était comme ça. Mais enfin, être impliqué politiquement dans un engagement, dans un courant philosophique, et dans une pensée de la poésie qui est à la contresens de l'autre pensée, fait que tu te mets en danger. Et que nous avons traversé ce danger. Évidemment, c'est-à-dire que tu as quelqu'un dont qui est important pour moi, c'était André Welter. Parce qu'il a incontestablement fait les meilleures émissions de poésie à France Culture. Je veux dire, il n'y a pas eu l'équivalent, depuis qu'il est parti de France Culture, de ce qu'a fait André. André, c'était formidable. Les gens écoutaient, d'abord, c'était pas 5 minutes, c'était tous les jours 10 minutes, puis le samedi, c'était, je sais pas, 3/4 d'heure ou 1 heure. Poésie sur parole. J'ai Poésie sur parole. C'est Poésie sur parole, c'était mon éditeur. Je le dis, j'avais qu'un éditeur, alors que j'avais pas d'éditeur écrit, si, je publiais chez Jacques Brémond, je publiais... Des livres d'artistes. Oui, mais j'avais pas... Oui, bien sûr, j'étais connu, je faisais... À cette époque-là, j'ai inventé des dictées de la poésie. Comme je ne pouvais pas publier, j'achetais des carnets chinois, qui étaient très jolis, et puis je rassemblais 100 personnes, et je distribuais 100 carnets, que les gens me donnaient la monnaie, ça coûtait pas cher. Et je dictais mes poèmes. Et des fois, je pouvais diffuser 1500, 2000 livres de poésie. Je t'en ferai voir, j'en ai là. Donc on faisait ça bien, je faisais un dessin en première page, et je disais, regardez, voilà, en un jour, on a fait 500 livres, et il y avait 500 personnes qui partaient avec 500 poèmes. C'est formidable, hein. Aujourd'hui, on peut refaire les dictées. J'en ai refait l'autre jour une dictée, il y avait un monde fou, et les gens ils sont partis avec leurs petits livres bien faits, c'était très joli, très beau. Ça n'a pas été un problème, mais c'était un problème aussi pour moi uniquement pour les grosses maisons d'édition, voilà, c'est ça. Alors que, je veux dire, c'est allé très loin ces histoires-là. J'étais ami avec Allen Ginsberg par exemple. Je fais des récitals avec Ginsberg, je sais pas, j'ai dû faire 50 récitals avec Ginsberg, et d'autres avec John Giorno, j'ai fait pas avec Burroughs, je faisais des lectures chez lui. Mais enfin, au niveau, on était connus sur les places publiques. Mais les livres qui sortent sur Ginsberg, ce sont des gens qui les écrivent et qui n'ont jamais connu Ginsberg. En fait, tu crois, rêver. Personne ne m'avait demandé de faire un livre sur Ginsberg. Et à tel point que Jacques Darras, il m'a foutu en photo sur la couverture du livre qu'il a fait sur Allen Ginsberg. Parce que, je veux dire, je crois beaucoup à la pratique. C'est-à-dire, c'est une pratique que disait Marx, vaut 1000 théories. Et en fait, lorsque tu travailles avec quelqu'un, quand tu fais Al, Kaddish, etc., tu sais, par exemple, j'ai compris que le et de la répétition que j'utilise beaucoup, c'est le high, anglais, high et, tu traduis pas high par jeu, ça ne marche pas.
Tu es trahi par une attaque corporelle, hein, pour dire un texte. Enfin, tout ça, je te raconte toutes ces histoires pour te remettre ça dans un contexte poétique, voilà, poétique de l'époque. Et là, il y a des gens qui ont... j'ai eu des amis qui m'ont accompagné, André Welter, incontestablement, jusqu'à ma publication chez Gallimard. André Welter. Jean-Jacques Lebel, c'est lui qui me fait passer à Beaubourg, c'est lui qui me présente à Beurose, c'est lui qui me présente à Evtushenko. Parce qu'il sentait que je faisais un truc, je travaillais avec un bâton de pluie que je faisais tourner à toute vitesse. Et dans la salle, il y avait Michel Méteil qui m'achète mes premiers bâtons. Elle me dit, mais tu le vends? Moi, j'avais jamais vendu des bâtons. Elle m'a dit, je te l'achète. Voilà. Je me souviens, Michel Méteil, c'est la première femme qui m'a acheté un bâton de poésie. C'était à Beaubourg que ça se passait. C'est là que j'ai rencontré Esther Ferrer, c'est au début des années 80. Et Sourita, et puis aussi mon engagement politique, qui fait que, tu sais, on t'aime pas trop. Ben, sauf ceux qui sont d'accord avec toi, dans l'engagement en Amérique latine, etc. etc. Et oui, ou avec nos amis, moi je suis un type qui pense que les récitals de poésie basque sont formidables. Et que à Saint-Sébastien, il y a 40 000 personnes qui récitent ensemble les poèmes pendant les rencontres de poésie aujourd'hui. Qui en parlent, ça, hein? C'est pas les Espagnols qui en parlent parce qu'ils n'aiment pas les Basques. C'est pas les Français qui n'aiment pas les Basques parce qu'ils sont encore en prison chez nous en France, les camarades basques, tu vois. Mais la poésie basque, c'est quelque chose. La poésie corse, c'est quelque chose. Moi qui suis catalan. Donc, il y a quelque part, à l'intérieur, si tu veux, du cœur palpitant de la liberté française, il y a son contraire. Il y a le couteau qui va arracher le cœur des autres. Et Paris reste toujours un problème quant à la divulgation du poème aujourd'hui, même s'il y a les marchés de la poésie, tout ça, c'est... Non, quelque chose qui se passe là. Je pense que ce n'est pas non plus les périphéries qui arrangent, qui ont amélioré la poésie. Hein. Je pense pas, tout ça. Ce sont des histoires. C'est une autre page, un autre monde qui a été tourné, que je ne comprends pas trop, hein, mais enfin bon. Voilà. Et donc, comme on n'avait pas de lieu, c'est là que je fais les marches de la poésie. Et je fais mes premières marches. Je fais 20 km par jour, et je lis mes poèmes, et je rassemble des milliers de personnes. Et j'en fais toujours des marches de la poésie, enfin pas tous les ans, hein, mais parce qu'il faut qu'il y ait une destination symbolique. Et ma première destination, ça a été de partir avec mon bâton de pluie que les Huehue coyotes, les vieux coyotes, m'avaient donné au Mexique. Et puis voilà, pour moi c'était une définition de la poésie. Je ferme les yeux, et je me sens envahi par des bruits de torrents, des bruits d'eau, et quand je les ouvre, ils m'ont dit, on t'offre Cascade Blanche, parce que ce que tu veux faire, je voulais faire une marche de la paix, et ils me donnent une Cascade Blanche. Et quand on me demandait à cette époque, qu'est-ce qu'un poème, je dis, un poème c'est simple, vous prenez un bambou, vous le coupez en deux, vous mettez des aiguilles à l'intérieur, de bois, vous prenez une poignée de sable du désert, vous le mettez dans le bambou, vous refermez le bambou, et avec des morceaux d'os, et puis vous allez appeler la pluie le contraire de la mort. Et là, je repars de Toulouse, de Saint-Cernin, et je remonte la Garonne à pied, jusqu'à sa source, en Espagne, et je m'arrête tous les soirs, tous les midis. Je rencontre des instituteurs formidables, des gens qui m'ont même lavé les pieds. J'ai rencontré Rimbaud, un petit peu de Charleville-Mézières. Je me retourne un jour, je vois un jeune, le sosie de Rimbaud. J'ai dit, mais il m'a dit, ça fait 3 jours que j'essaie de vous rejoindre. Et j'ai dit, mais marchez avec moi. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu fais comme boulot? Il m'a dit, je suis garçon de café. Ah, tu es garçon de café? Il avait une flûte chinoise. Il jouait de la flûte. Et j'ai dit, mais où tu es né? Charleville-Mézières. Ouais. C'était le sosie de Rimbaud. Je l'ai en photo. Je peux te les montrer. Il faut que je les cherche. Incroyable. Et des rencontres comme ça. Et de temps en temps,
Aujourd'hui encore, je rencontre des gens qui m'ont dit, quand j'avais 5 ans ou 6 ans, vous êtes arrêté à mon école, etc., etc. Et la dernière marche que j'ai faite, c'est celle sur Antonio Machado, où je suis parti de l'université de la rue Antonio Machado, et je suis allé sous la tombe d'Antonio Machado, où il y a une boîte aux lettres. Je suis allé porter 1500 lettres que j'avais fait écrire par les jeunes ouvriers, là, il y a quelques années, et par les étudiants, enfin, tout ce qu'ils voulaient écrire. J'étais devenu le facteur. Et on a fait 15 jours, Kera est parti avec moi, et on a fait des récitals, tout. C'était épuisant parce que il fallait que je fasse un spectacle tous les soirs, et c'était difficile. Mais on est arrivé à Carcassonne, c'était les copains de Jouet Bousquet qui m'attendaient, c'était à Perpignan, c'était Pedro Soler, Richard Meyer, c'était des grandes fêtes. Et il y a eu un film qui est sorti, et qui a été diffusé dans 600 salles. J'étais étonné. C'est pas moi qui l'ai fait ce film, c'est pas mon langage cinématographique. Mais enfin bon, il existe comme ça, et qui a rassemblé des milliers de personnes. C'est pour ça, quand on me dit la poésie, je dis, ça dépend comment vous la faites, la poésie. Il faut qu'elle ait une exigence, la poésie, qu'elle bascule dans le mythe. Une poésie qui ne bascule pas dans le mythe, elle a peu de chances d'exister. C'est une expression. Le secret du poème, c'est que le poète ne doit pas exister, dans le fond. Le poète ne fait que signer son propre anonymat. C'est-à-dire que lorsque tu vas vers un poème réussi, c'est que tu t'es traversé, tu t'es fait un trou à l'intérieur de toi-même si grand qu'on voit à travers, et que tu peux voir les autres. Et le poème est mauvais quand il est dans l'expression de l'ego. Il faut qu'il dépasse cela. Voilà. C'est pour ça que j'ai écrit des graffitis, que j'avais installé l'international du graffiti, que j'ai beaucoup regardé les murs. Mais les murs aujourd'hui sont malades, puisqu'ils ne disent pas grand-chose, ils disent que des signatures. Ouais. Et voilà un peu l'univers dans lequel j'ai baigné. Alors, et que j'ai continué jusqu'à présent. Voilà, jusqu'à présent. Mais tu crois qu'aujourd'hui, il y a la relève, tu la vois un peu ou peu? Je vois la relève aujourd'hui, je vois la relève avec les miennes, hein. C'est-à-dire ACLO, qui n'est pas une des miennes, mais enfin qui est très proche de moi, et que j'aime beaucoup, vraiment, c'est une fille formidable, avec Sébastien Espinasse, bon, mais c'est un frère, Sébastien. Il y a Christian Viguier aussi, qui est à Limoges, mais il ne fait pas de performance, lui, tout ça, c'est autre chose. C'est un instituteur qui écrit des poèmes formidables. Je pense qu'aujourd'hui, la société est plus forte. Elle est plus forte que l'idéologie fantasmatique de la société est forte. Je pense que l'écroulement de la lecture a fait disparaître le XXe siècle en poésie. Je le sais puisque j'étais aux avant-postes à l'université, qu'en première année de lettres modernes, personne ne connaissait François Villon. Donc ce n'est pas quelque chose uniquement que je dis, qui est une impression. Tu comprends? Je l'éprouve. Nous, quand on rentre à l'université, on rentre à l'université parce qu'on avait lu et parce qu'on aimait ça, quitte à quitter l'université. Mais, alors, il y a des gens qui lisent, mais en général, malheureusement, les gens qui rentrent à l'université n'ont lu que 5 livres. Et en plus, on ne sait même pas s'ils les ont lus. Des gens qui vont rentrer en psycho. Quand je parle de l'université de lettres, c'est psycho, c'est sociaux, c'est lettres modernes, ce sont les langues, etc., etc. Mais ils ne lisent plus de littérature. Villon, par exemple, il n'est plus lu, parce qu'il n'est plus mis au programme. Garcia Marquez n'est plus lu, parce que les phrases sont trop longues. Proust est supprimé. Donc je pense que l'écroulement de la lecture. Alors, ce qui avait sauvé la poésie au XXe siècle, c'était la lecture, le livre. Et ce qui avait sauvé la poésie traditionnelle, c'était l'oralité. C'est-à-dire que les poèmes étaient récités et échangés d'une manière populaire. La poésie populaire est une poésie savante, qu'il ne faut pas y avoir, il ne faut pas faire de contresens dessus. La poésie populaire est une poésie savante.
Les endécasyllabes, par exemple, qui sont pratiqués encore aujourd'hui dans la poésie sarde, ce sont les mêmes que la poésie italienne. Improvisés, sans référence à un texte écrit. Hein. Donc, les fondements de la poésie traditionnelle, ce que Debré appelle la logosphère, la sphère du logos, qui s'est progressivement qui a progressivement disparu, qui s'est atténué jusqu'à disparaître au profit de l'écriture. Et pendant toute une période, cette sphère qui s'appelle la graphosphère, l'imprimerie si tu veux, à travers le soleil et ses procédés mnémotechniques, a continué à être à la fois orale et écrite. Puis l'oralité, je pense, après la Seconde Guerre mondiale, s'est arrêtée, puisque les récitations pédagogiquement, le grand tournant c'est 68, n'ont plus été effectuées, l'apprentissage de la mémoire du poème, et en même temps, il y a l'écroulement de l'écriture, de la lecture. Ça fait que tu n'as plus la tradition de la logosphère pour la transmission du poème, ni celle de la graphosphère, celle du livre. Et qu'est-ce qui reste? Si tu supprimes la référence au livre dans lequel tu vas trouver le poème, ou la référence à la mémoire dans laquelle tu vas lire le poème, qu'est-ce qui te reste? Il reste plus que l'expression. Que l'expression de dire, moi je veux exister, je veux témoigner. Mais tous les cheminements de libération du sujet, ils ont disparu. Donc aujourd'hui, je suis mal placé. Alors est-ce que je rencontre des poètes? Oui, je rencontre des poèmes. Je rencontre des poèmes, des choses qui sont émouvantes, je rencontre. Mais je ne rencontre pas la Sixtine, je ne rencontre pas Saint-Jean-Perse, je ne rencontre pas Artaud, je ne rencontre pas. Mais je ne sais pas. Peut-être qu'ils existent, et puis comme j'appartiens à une vieille génération, peut-être qu'ils sont à côté de moi que je ne m'aperçois pas. Mais enfin, beaucoup de jeunes avec qui je discute, qui écrivent de la poésie, je leur dis quelques noms, et ils ne les connaissent plus. Voilà. Je ne sais pas quoi te répondre à cette question. C'est... Est-ce qu'elles sont en marge, comme vous l'étiez à l'époque, ou est-ce qu'elles n'existent pas parce que plus divisées? Mais nous, on n'était pas en marge. Nous, on avait des bibliothèques. Hein. On avait, tu sais, quand on rentrait à l'université, on avait lu 1500, 2000 livres, hein, à 18 ans. Là, c'est pas le cas. Hein. Je parle de littérature, poésie confondue. Hein. Donc, je sais pas, j'ai un petit... je sais pas. Surtout quand je vois que les enseignants eux-mêmes ne lisent plus. Ça, c'est difficile à accepter. Et où je vois aussi la décadence et la fin et la censure de la poésie chantée. Ce qu'on appelle la chanson poétique. Tu vois, aujourd'hui, j'aimerais bien retrouver les Bobby Lapointe, les Boris Vian, etc. Ils existent, mais ils sont censurés. Ils n'ont pas droit à la radio. Donc on est vraiment affaire à... On a des obstacles devant nous qui sont terribles. La fin de la lecture, la fin de la mémorisation et la fin de la chanson poétique. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? Est-ce que tu as créé, même à l'université, est-ce qu'aujourd'hui, recréer de zéro, est-ce que ça serait possible? Je suis parti à l'université pour la retraite, ils ne m'ont pas remplacé. Ça s'est arrêté. Il n'y a plus l'atelier, ni le séminaire de poétique contemporaine. C'est fini. Ils ont dû dire, on souffle, paye est parti, ça nous fait un poste en moins. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Moi, je me souviens toujours Ginsberg à l'université, qui disait branlez-vous, étudiants, écrivez des poèmes avec votre sperme. En fait, c'était aujourd'hui, tu dis ça même, je crois qu'on t'arrête. Mais, ouais. Donc, je ne sais pas. Alors, je préfère... Il y a des poètes qui existent, des poétesses magnifiques, etc. C'est pas ce que je veux dire, j'en connais quand même. J'en connais, mais d'une manière massive. Ici, par exemple, à Toulouse, je parle de ce que je sais, il y avait 10 revues de poésie, tu te rends compte? De mon temps, tu avais, je sais pas, tu avais Encre Vive, tu avais
les terres vagues, tu avais multiples, tu avais plus loin avec vertical 12, tu avais. C'était des revues. Des revues qui existaient. Aujourd'hui, tu les as. T'en as une ou deux qui existent, une ou deux. Mais peut-être que je ne les vois pas. Donc je ne vais pas me hasarder là-dessus. Mais lorsque je vais fréquenter des prix de poésie, je trouve que il y a beaucoup de poétisation, c'est-à-dire d'imitation du poème. Il y a des modèles qui sont pris, qui sont reproduits. Tu me diras que ça a toujours été le cas. Chez Troubadour, au Moyen-Âge, oui, ça a toujours été le cas. Il n'y a pas eu forcément des grands éclats. Mais enfin bon, on ne retient pas tout le monde, évidemment, dans la poésie. Mais il y a des pays où on parle de poésie mieux, l'Amérique latine. Donc ton expérience Amérique latine, notamment Elle a été Mexique. déterminante. Moi, je suis parti en Amérique latine, au Mexique, parce que d'abord, je suis d'origine ibérique, catalano-espagnol, catalan, par mon père, puisque j'ai un nom catalan, pays Sagues, et que j'ai fait mes études en espagnol, et que je me suis tout de suite intéressé, j'ai été fasciné par l'archéologie préhispanique, et par les Mayas, par les Incas, par les Aztèques, et puis aussi doublé d'une fascination par ces peuples qu'on appelle les Chichimecs, les Indiens des plaines. J'étais aspiré par ce livre du mystérieux inconnu. Et très vite, par exemple, à l'université, j'avais fait ma maîtrise, mon master, sur l'écriture des Mayas. Voilà. J'étais un des premiers, avec mon père qui était ouvrier dans le bâtiment, m'avait construit une caisse lumineuse pour que je puisse décalquer les glyphes mayas sur les reproductions des codex. Et j'ai pas traduit le maya, hein. C'est les Russes qui sont forts, déments, et quelques Américains, mais c'est les Russes, qui traduisaient sur les ordinateurs. C'était formidable, ça. Moi, je me souviens que j'ai collaboré un peu à cette traduction, et donc je me suis approché de la traduction de quelques glyphes mayas. Je l'ai perdu d'ailleurs, ce mémoire, j'aurais aimé le retrouver, il a disparu. Qu'est-il devenu? Je ne sais pas. Donc, toutes les mythologies mayas, aztèques, incas, ça m'a fasciné. Et je suis devenu, il ne faut pas oublier que j'étais archéologue. En parallèle, j'ai pas fait d'études de lettres, j'ai fait que des études d'histoire contemporaine et d'archéologie d'histoire de l'art. Voilà. Et j'étais archéologue, oui, je me suis toujours intéressé à l'histoire et à l'archéologie. Et à l'âge de 16 ans, je fouillais d'une manière professionnelle, avec des équipes de professionnels, notamment des gisements préhistoriques, les gisements chasséens de Toulouse. Et donc à cette époque-là, l'étude des civilisations préhispaniques était transmise par l'archéologie traditionnelle. Voilà. Mais je suis un préhistorien, voilà. Je ne suis pas un vrai préhistorien, parce que j'en ai jamais fait de mon métier, mais disons que j'ai fouillé et que j'ai lu que je lis régulièrement les publications de la préhistoire, voilà. Et que j'ai travaillé avec Nougier, donc je suis parti au Mexique, pas tellement pour traduire l'écriture maya, mais parce que je faisais une thèse d'État qu'on appelle à l'époque sur le muralisme mexicain, sur Orozco, Rivera, O'Gorman, etc. Et voilà, une thèse que je n'ai jamais faite. Parce que je n'avais pas le temps, il fallait que je travaille. Et quand on fait une thèse, il fallait être riche. Et donc les riches faisaient leur thèse, et les ouvriers comme moi ne pouvaient pas la faire, parce qu'ils avaient leur famille, leurs enfants, etc.
il fallait travailler toute la journée à Mexico. Mais j'ai écrit des articles sur Roscoe, j'ai fait une traduction pour le musée d'art moderne, puis j'avais déjà une thèse en histoire contemporaine sur l'agitation et la propagande. Mais j'étais parti pour étudier, et j'ai réfléchi au muralisme mexicain. Enfin, j'ai écrit quelques petits fascicules que j'ai jamais réunis d'ailleurs. Après, ça ne m'intéressait plus. Enfin, ça ne m'intéressait plus. C'était une autre histoire qui se jouait devant moi. Donc, Mexique, c'était important, c'est un endroit de ma douleur aussi, puisque ma vie a basculé. Mais je rencontre, c'est ma première rencontre, je rencontre la poésie contemporaine. Je rencontre Octavio Paz. J'avais écrit lors du massacre de Tlatelolco, où il y a eu 700 étudiants morts. J'avais écrit un texte, je disais dans ce texte que les ouvriers ramassaient le silence dans leurs brouettes. Et je rencontre rapidement Octavio Paz. Il y avait un récital à la Casa del Lago, à Mexico, qui est un endroit magnifique à côté du musée d'art moderne d'ailleurs, pas loin des Insurgentes, de l'avenue des Insurgés. Et puis nous étions très peu nombreux. Il y avait Jean-Clarence Lambert. C'était Jean-Clarence Lambert qui m'avait amené là, qui fréquentait le Mexique régulièrement. Le Mexique était un pays fabuleux à cette époque-là. Tout était possible. Tu voyais des éléphants sur le périphérique. Enfin, c'était invraisemblable. Et au moment de sortir de la Casa del Lago, la maison du lac, je me cogne à quelqu'un et puis, ah oui, on décide d'aller, puisqu'on était si peu nombreux pour écouter la poésie, on est allé, il y a quelqu'un qui a dit, venez chez moi, ce sera bien mieux. Et au moment de sortir, je me cogne un petit peu, c'était Octavio Paz. Je dis, Maestro, vous avez le bonjour de l'Archibra, le groupe surréaliste français. Il y avait le groupe Néon, il y avait plusieurs groupes surréalistes d'Archibra. Vous avez le bonjour de Deno de l'Archibra. Un mec qui habite pas loin de chez toi, là, de Dunkerque. Okay. Et un type formidable, Pierre Deno, que j'avais publié dans Émeute. Tu vois un peu les trucs. Quand tu as 22 ans, que tu publies Deno dans Émeute, un mec qui avait 20 ans de plus que moi, qui était à l'Archibra, c'était pas pareil. Ou René Char, qui m'écrit. C'est René Char qui me découvre comme poète. Et qui m'envoie, j'ai encore retrouvé ces lettres là l'autre jour. Ça me faisait trembler. Il me souhaitait bonne chance sur le chemin de la poésie quand t'avais 20 balais. Et là, donc, Octavio Paz, il dit, vous avez le bonjour d'Archibra, maestro. Ah, il me dit, viens avec moi, il me tutoie. Et on monte dans une Volkswagen, et il me dit, je te présente Véronica. Et Véronica, c'était Véronica Volkov, c'était la petite fille de Léon Trotsky. Et je me retrouve en train de traverser Mexico entre Trotsky, si tu veux, et Octavio Paz, qui était important. En plus, moi, j'étais à la 4e internationale. Je venais de quitter la 4e internationale trotskiste. Parce qu'en Amérique latine, pour faire le boum-boum, il valait mieux être armé théoriquement, et t'as pas des hystéries canards que tu vois ici, quoi. Bien que je sois un libertaire, moi, complètement, parce que ma famille, c'est le mouvement libertaire, mon oncle, c'est des dirigeants de la FAI, de la Fédération anarchiste ibérique, mais on est communiste libertaire, le POUM, avec mon père et la CNT. Mais à la 4e, il y avait une tendance libertaire, donc j'ai une tendance libertaire dans la 4e, à l'époque, la section mexicaine. Et puis là, c'est là que je rencontre Véronica Volkov, une femme, tu parles, elle a vécu dans les provocations des assassinats staliniens toute sa vie. Ils ont tué Léon Sedov, son oncle, je crois que c'était. Et puis l'assassinat de Trotsky à Mexico. Donc me voilà en train de traverser Mexico, coincé entre l'histoire et Octavio Paz, qui était l'ami de Victor Serge. Alors bon, tous ces noms, peut-être que ça ne te dit pas grand-chose, mais Victor Serge, c'était un grand révolutionnaire de la bande à Bono, et qui avait fondé les anarchistes pour la dictature du prolétariat en Russie, et qui s'était réfugié d'ailleurs aussi au Mexique. Parce que le Mexique, c'est le seul endroit où tu pouvais te réfugier, même si Staline avait envoyé ses assassins, quoi. Et j'ai connu Vladik, son fils, qui était un muraliste mexicain aussi.
à cette époque-là. Et tout de suite, donc, je baigne dans un monde. Quand je dis que je fais la traversée du désert en France, c'est après. Mais parce qu'aussi, cette traversée du désert en France, c'est après, parce que j'étais pas dans un désert au Mexique. J'étais absent de France aussi. Tu vois, il faut le remettre en parallèle, en perspective, tout cela. Hein. C'est-à-dire, je crois qu'il y a de la théorie, il y a des affrontements, mais il y a des absences aussi. Moi, je vis là-bas. Hein. Enfin, je vivais là-bas jusqu'en 80. Mais l'absence, le traversée du désert, c'est entre 84 et. Oui, c'est ça, et 96, un truc comme ça, 20 ans, quoi. Mais le Mexique, j'apprends tout. J'apprends tout. Je rencontre Henri Méchonic. Je venais de lire ses 2 livres pour la traduction chez Gallimard. Et on est devenus amis. Mais lui, c'était le maître. C'est lui qui me fait lire tous ces textes, qui m'apprend la traduction de la Bible. Donc je rencontre Rouche, du Cinéma Vérité. Jean Rouche. Jean Rouche. Et on est devenus amis avec Jean Rouche. C'est à travers Jean Rouche que j'établis un pont avec Jean Monod, qui lui travaillait. Tu vois un peu les rhizomes, comment ils fonctionnent. Ça a été des rencontres déterminantes pour moi. Henri est devenu un ami, Jean Rouche non. Je l'ai rencontré comme ça, on discutait. Gerbrand aussi, qui a écrit le Dictionnaire des symboles, qui était l'éditeur d'Artaud, qui est devenu mon ami, qui me suivait dans toutes les performances, en France ou en Colombie, tu vois, à Paris, je faisais un truc avec Gerbrand qui était là. Et Henri. Et Gerbrand, c'est pas n'importe qui, Gerbrand. Hein. Je pourrais te raconter des heures sur Gerbrand, parce que quand j'étais à Bogota, enfin, ça serait trop long à te raconter. Mais un jour, il faudrait peut-être que je les raconte, ces histoires, parce que Gerbrand, il a été important dans ma vie, parce que le Dictionnaire des symboles, je l'avais toujours sur moi, pour lire. C'est là que je rencontre aussi les infraréalistes, notamment Bolaño, qui est à la mode aujourd'hui, et qui parle de mes copains. Bolaño était dans la même partie. Enfin, même parti. Lui était aussi trotskiste, mais il était chilien. Il avait le même âge que moi, 1 an de moins. Ou 1 an de plus. Il était boxeur, son père. Et voilà. Et puis je suis ami avec, comment il s'appelle, Pasqualo, qui est mort là. J'ai écrit un truc pour lui. Des Destroy, les infraréalistes. Et là, je fais à Mexico, quelque temps après, je fais. Ah oui! Ouais, mais c'est plus tard tout cela. Tout ça, c'est plus tard. Mais enfin, quand j'arrive à Mexico, c'est ça. Puis je vais voir donc, je rencontre un gars qui devient mon père spirituel, qui s'appelle Luis Barranco, ça veut dire le précipice, qui pouvait être mon père. Je venais de perdre mon père. Et il a remplacé un tout petit peu. Et je l'ai aimé vraiment comme mon propre père, Luis Barranco. Et qui était un cinéaste qui avait filmé des rituels magiques indiens, notamment chez les Coras et chez les Coras. Et j'avais vu ces films en noir et blanc qui étaient incroyables, où tu avais les Indiens qui masturbaient la cime des arbres. C'était très, très impressionnant. Et je m'étais juré d'aller rencontrer les Coras. Et je suis allé rencontrer les Coras. Mais rencontrer les Coras, c'est très difficile. À l'époque, il fallait que tu avais 15 jours, 3 semaines de mulet dans les montagnes. Enfin, t'étais armé de Winchester, tu vois. C'était un peu l'aventure. Enfin, c'était complètement l'aventure. Et j'ai rencontré les Coras. Et en même temps, par hasard, je rencontre aussi les Huichol, mais à Mexico. Et c'est les Huichol, c'est mon ami Ushaniueme, qui veut dire en Utonahuatl, le maïs germé, Ushaniueme. Il s'appelait Miguel aussi en espagnol, Miguelito, qui m'amène chez lui, chez les Huichol. Et je change mon nom, c'est eux qui me changent le nom. Je m'appelle plus Serge Pey, je m'appelle Yautaupa, je suis le chasseur de la montagne. Je suis connu encore aujourd'hui à cette région comme Yautaupa, le chasseur de la montagne, qui était le nom de notre chaman. Et comme j'étais poète, bon, c'est un long récit, mais enfin il s'est passé un événement fondamental, c'est que quand je me suis retrouvé dans la zone, une zone qui ressemblait étrangement à celle du Grand Canyon, je me suis retrouvé sur un nid d'aigle,
où il y avait les cases qui étaient installées, les racals qu'on appelle. Et là, je rentre dans une case où il me présente son père. Ils ne se saluent pas, ils ne s'embrassent pas, les huichols, les huicharica qu'on appelle. Ils se touchent le bout des doigts, comme ça. Et ils ne se regardent pas, d'ailleurs, quand ils parlent. Il ne faut jamais se regarder quand tu parles. C'est-à-dire que quand tu as fini ton récit, tu regardes l'autre. J'ai pris un peu cette habitude, parce que sinon, comme ça, tu captes les énergies, tu captes les fantômes. Enfin bon. Et là, ils font le feu sacré, Tatewari, qui est à la fois le grand-père mythique, le soleil et le feu, dans les trois dimensions, le polysensum, comme dirait Dante. Et puis il parle, et mon frère, mon initiateur, Ushan mais le Maïgérni, il parle à son père, qui lui parle au feu, devant. Et ça a été un dialogue comme s'il parlait dans le dos du feu, et que mon initiateur, mon ami, mon frère, Miguelito, parlait dans le dos de son père. Et il lui expliquait qui j'étais. Il expliquait que j'étais un poète. Et ça n'existe pas, le mot poète, ça n'existe pas chez eux. C'est le cabitoire, et le maracame aussi. Donc c'est celui qui va guérir avec la parole. Et donc j'étais devenu un guérisseur. Donc en ce sens, quand je te disais que je n'étais pas chaman, eux ils ont pensé que j'étais un chaman, un cabitoire. Et ils sont allés dans la case à côté, qui était le temple, en terre crue, et ils sont venus me porter un fauteuil qui était fabriqué avec des cornes de cerf. Et me voilà, alors que tout le monde était assis par terre, à côté du feu, c'est sur la terre battue. Et me voilà sur le trône du chaman. Et là, il se passe des événements très importants pour moi. C'est que je retrouve mes langues, dans l'espace d'une fraction de seconde, mes langues du catalan. Et j'apprends mes premiers mots en huichol. Soukoub, ça veut dire va-t'en dehors au chien. Et tatewa, et pas tatewa, totopica. Totopica, qui veut dire couper le peyote avec une hache. Voilà. Et là, je retrouve mes noms en catalan, le nom de l'enfant, Magnac, et Capaforle, va-t'en dehors au chien aussi. Et donc, l'expérience huichol, que j'ai poursuivie pendant des années, hein, a été fondamentale, en ce sens que je suis aussi ethnologue, bien que je n'ai pas eu cette prétention, ni comme la prétention archéologique, mais ma démarche, j'ai fait des publications quand même, hein, mais je n'ai jamais été un professionnel. J'ai vécu l'ethnologie, la préhistoire, à côté, mais en même temps central, hein, puisque, voilà, mais j'ai jamais enseigné l'ethnologie, la préhistoire, sauf lorsque j'étais enseignant en lettres à l'université, dans le cadre des ateliers où je faisais aussi de la préhistoire, parce que je pense que tu ne peux pas résumer la poésie uniquement à une histoire de la littérature. Elle est transversale. Elle découpe la philosophie, la science, le folklore, l'ethnologie. Et pour moi, je crois que c'est une ethnologie. Et donc là, je baignais complètement dans ce milieu. Et mon livre Nierika ou les mémoires du cinquième soleil, aujourd'hui, au Mexique, ça devient une référence ethnologique pour les ethnologues, parce que c'est le seul témoignage qu'il y ait sur des voyages aux champignons hallucinogènes. Ici, tu en as un derrière toi, à côté du poupon, tu vois. C'est un tableau huichol que tu as derrière toi. Et qui raconte comment on ramasse le peyote. Et voilà. Et ça fait référence aujourd'hui, c'était traduit. Bon. Il va y avoir une nouvelle traduction qui va se faire ici en France. Et puis, voilà, ensuite j'ai été vivre chez les Coras, j'ai connu les Tarahumaras, j'étais chez Zapotec, mais mon travail principal c'était les huichols, où j'ai fait les rites du peyote. Voilà. Je n'écris pas du tout, ça n'a rien à voir avec l'écriture, l'expression poétique des huichols, ce que je fais. C'est une façon à moi de faire qui est plutôt proche celle des Pyrénées, notamment avec le martèlement des sabots dans un contexte de sabotage, comme la bourrée, tu vois. Mais enfin, tous les peuples archaïques tapent la terre pour dire des poèmes. Et voilà. Donc le Mexique, ça a été quelque chose. C'est là que j'ai fait le premier livre immédiat du monde, mais plus tard,
en détournant un satellite, parce que le groupe Alamo, qui était une section de l'Oulipo, qui étaient mes amis, avait, avec les PTT français, aujourd'hui ça paraît rigolo tout ça, parce qu'avec Internet, ils savaient qu'il y avait dans un satellite une cache, et c'était des scientifiques tous. Et ils savaient qu'on pouvait émettre à l'intérieur de ce satellite et diffuser en Inde et en France. Ça fait qu'ils ont apporté une boîte, un ordinateur de l'époque, c'était en 84 ça, un ordinateur, et on a envoyé des messages dans le ciel, et c'est des poèmes, et ces poèmes sont redescendus à Dunkerque et à New Delhi. Parce que j'avais fait le premier livre immédiat du monde, j'avais distribué des couvertures de livres vides, très bien faites, et tous les peintres que je connaissais au Mexique avaient fait des inédits, des couvertures. Ça fait que les gens rentraient, et on leur donnait, ils prenaient une couverture, un étui si tu veux, mais bien fait, je t'en ai là. Et ils choisissaient leur couverture, et donc il y avait une fenêtre, c'était très joli, et puis pendant toute la soirée, toute la nuit, dans l'échange du regard, on se distribuait des poèmes les uns les autres. C'était un grand happening, où il y avait tout le monde, les infrasurréalistes, les pique-niques, les surréalistes, enfin c'était un truc très fort, il y avait des milliers de personnes, et nous avons fait le premier livre du monde. Le Monde en a parlé d'ailleurs, ils avaient fait 3 lignes je crois, le premier livre immédiat du monde, aujourd'hui, mais c'était... Et il y avait des dizaines de poètes français qui avaient participé. Ça, c'était à Dunkerque. Non, en Dunkerque, ils avaient reçu les textes des satellites. D'accord. Mais les Français avaient envoyé des poèmes, par lettre, tu vois, donc on les photocopiait. Et dans ce village, qui était un village indien, il y avait certains Indiens qui avaient la Bible, et puis maintenant, depuis tout le temps, ils ont conservé ce livre de la nuit de Tepoztlán. Le village s'appelait Tepoztlán. Voilà. Et j'étais parti là-bas avec mes chouniques, je les avais jamais invités à Henri, j'avais invité Brémond, qui était venu, et j'avais invité un type qui est mort, là, Joanard. J'avais invité Benedetto, André, et Jean-Luc Parent, qui était venu. Donc je les ai fait participer à ce grand happening à Mexico. Après, dans un autre happening, j'avais invité Bernard Haitzik et Joël Hugo. Mais plus tard, tout ça. Et c'était très important, déterminant pour moi, cette histoire du Mexique. J'étais marié, j'ai fait des enfants, j'ai deux mariages là-bas, enfin bon. C'est toute une vie, hein. J'ai ma famille, j'ai mon neveu qui est porte-parole du gouvernement mexicain. J'ai fait bon. Mais un moment de douleur, parce que c'est l'histoire, c'est beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Le tremblement de terre, j'ai failli mourir. Toute ma famille, 40 000 morts. Ma maison ne s'est pas écroulée, la maison à côté s'est écroulée. Des histoires aussi avec les pistolets qu'on a voulu quelquefois me tuer. J'ai senti des balles. Et puis aussi, il y a eu l'engagement en Amérique latine. Je n'ai jamais été, il faut que ça soit bien clair, ça, je n'ai jamais été un guérillero, même si j'ai porté les armes, tu vois. Parce que être dans la guérilla, c'est passer sa vie dans la guérilla. Hein. Moi, j'ai traversé. J'ai traversé avec le poème. Et j'ai rencontré des gens exceptionnels. C'est pour ça que jamais on insultera un guérillero devant moi. Parce que c'était presque tous, des instituteurs, ou des femmes qui avaient quitté les lieux de l'oppression, et dont la liberté ne pouvait exister que dans la montagne ou dans la forêt. Et c'était des gens, vraiment, tu ne peux pas imaginer. C'est là que j'ai rencontré Ernesto Cardenal, du Nicaragua, qui avait dans une île, il avait recueilli tous les enfants qui étaient dans les rues, il avait fait une république des enfants. Tout ça contre les Américains, qui étaient vraiment des ordures. Pour ça que chaque fois que je regarde l'histoire, je la vois à travers les lunettes des oppresseurs. Et je sais ce qu'ils ont fait.
Et donc j'étais avec eux. Tu peux pas ne pas... Enfin bon, tu peux. Mais mon engagement a été surtout avec le MIR, au Chili, le mouvement de la gauche révolutionnaire, où j'étais un messager, un agent de liaison. Je portais des messages, même si nous étions armés, mais je n'ai pas été dans des commandos comment on appelle ça, de guérilla urbaine. Même si au Nicaragua, j'ai tiré des rafales, etc. Mais bon, voilà, on a participé à la libération d'Esteli avec Sepúlveda. Voilà. Que je n'ai jamais rencontré. J'ai su qu'il y avait Sepúlveda parce que quand j'étais au Chili il y a quelques années avec Cara, quand il a vu mon livre sur l'agenda rouge, il a dit il faut que je rencontre ce mec. Et en fait, on était dans la même organisation, mais on avait des pseudonymes. Moi, je ne m'appelais pas comme ça, lui non plus. Et il est mort, je ne l'ai pas vu. Mais j'ai fait un bel hommage pour lui sur les réseaux sociaux, avec Sepúlveda. Ok. Voilà. Et puis j'ai rencontré des poètes formidables. Au Chili, Raoul Zurita, j'étais dans la maison de Vicente Huidobro. J'ai compris ce que c'était. C'est vraiment... Et puis Ginsberg, par exemple au Chili, ce qui m'est arrivé, c'est que c'était le couvre-feu, c'était très dangereux. Je fais une action sur la maison de Neruda. Il y a eu 50 arrestations la veille, et je maintiens mon action. Pour ça, souvent, tu sais, les performances, je maintiens mon action avec un tube d'harmonie que m'avait donné quelques semaines avant Jérôme Rothenberg, qui est un poète américain. Et je marche depuis la mer, à Isla Negra, au Chili, et je m'en vais vers la maison de Neruda, qui était magnifique cette maison, enfin, un bois elle était. Et tous les gens avaient écrit des poèmes sur la palissade, il y avait des milliers de poèmes. Et quand je marche vers la palissade, en faisant tourner mon tube harmonique, je faisais ouh, je récitais un poème. Il y avait la résistance qui avait marqué Viva Allende, vive le MIR. Et on était une cinquantaine, là, des femmes. Et là, la police politique a organisé une provocation contre moi, contre le rassemblement. Et ils nous ont lâché des chiens, des Doberman, grands comme ça, pour nous bouffer. Et moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai continué et j'ai marché en disant le poème. L'enfant archéologue, je disais. Entend le ciel palpite comme un organe, comme un foie, un bruit de corps et de lézard. Et personne ne bougeait. Parce qu'ils étaient pris par le poème. Et les chiens sont passés entre nous, comme si, parmi les spectateurs, comme si c'était des statues. Et les chiens ne savaient plus où ils étaient. Il y avait les patrons des chiens qui étaient là, qui n'excitaient pas les chiens, mais en fait les chiens ils étaient là pour nous mordre. C'était les chiens de la police politique, et les chiens se sont mordus entre eux. Et là, les femmes se sont levées en disant « Reprenez vos chiens !» Et ils ont vu ils étaient 50 contre 4, parce qu'il y avait 2 chiens et 2 flics pour un civil. Et j'ai terminé mon récital comme ça. Et quand je termine mon récital, j'arrêterai là d'ailleurs, quand j'ai terminé mon récital, il y a un copain qui s'appelait César, que je venais de connaître, qui me dit voilà, je te fais un cadeau, qu'est-ce qu'il me remet? Il me remet le livre que Allen Ginsberg avait offert à Neruda. Je te parle moi des années, j'étais en 84, Neruda est mort en 71 ou 73, je ne me rappelle plus, fait au début. Il y a longtemps tout cela. Hein. Je te raconte une histoire de 84. Et il me remet le livre de Neruda, que Ginsberg a dédié à Neruda, a dédicacé, Amérique. Et il y avait marqué en espagnol, Neruda, Pablo, arrête, ne suis plus le chemin du marxisme. Écoute, dans la montagne, j'ai trouvé un grand chaman, un curandero, qui lui pratique les champignons et l'ayahuasca. Prends de la drogue et tu libéreras l'humanité. Et il me donne ce livre, je l'ai publié dans le texte. Il me donne ce livre, et dès que je rentre en France, je vois Yves Le Pellec, qui ne s'était pas suicidé encore, et je lui dis il faut envoyer ça à Alain. Et Alain reçoit America, un truc qu'on croyait perdu. Comme
c'est pour ça que je crois beaucoup à la magie et à la création d'événements contre les répétitions, tu vois. Et ça, c'est un très 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 grand moment pour moi. Comment une dédicace d'un poète à un autre poète revient par un autre poète à son initiateur. C'était vraiment une histoire. Je le raconte dans l'agenda rouge, en partie, oui, dans l'agenda rouge, je raconte ça. Et je ne fais pas que le raconter, je publie le texte, il y est le texte. Tu l'as regardé peut-être. Non, je ne l'ai pas. Tu l'as, en espagnol. Non sea un prophète à Pablo. Non, sois un prophète, c'est un prophète. Je sais pas ce qu'il dira. Je te montrerai tout à l'heure, je l'ai là. Et c'est ce livre que Carmen Castillo, la femme de Miguel Enriquez, qui était aussi, m'a fait publier chez Aldante. Pour moi, il faut sauver ça. Mais il n'y a pas longtemps, il y a 5 ans, le livre au départ s'appelait Couvre-feu.